Donc Clémentine Jaffré, donc je pilote une agence de la société IDEX qui pilote des réseaux de chaud et de froid. Moi, je suis sur la partie ouest francilien. Donc, il y a mes collègues, François Desraux, qui est ingénieur commercial sur le réseau, enfin sur l'agence, et Yannis Irigi, que certains connaissent a priori, qui est l'ancien ingénieur commercial de l'agence et qui maintenant est le directeur commercial sur tous les réseaux d'Île-de-France. IDEX, on est présent sur toute la France, et en Île-de-France, on a une entité qui est dédiée au réseau parce qu'il y en a une quinzaine, donc ça nous permet de pouvoir se spécialiser dans ce domaine-là. Et à l'échelle de la France, on a à peu près 45 réseaux qu'on pilote par des équipes dédiées. Donc aujourd'hui, le but, c'était effectivement de voir les réseaux. Donc d'abord, alors certains connaissent déjà, sont déjà familiers. D'abord rappeler qu'est-ce qu'un réseau, la genèse, pourquoi ça se fait, les évolutions qu'il y a eu. Le contexte et le développement au niveau de Boulogne, parce que chaque réseau a son histoire, a son développement, et du coup, lié au contexte, à ces technologies particulières pour produire le chaud et parfois le froid. Et donc voir nos productions que vous avez ici sur Boulogne, qui sont assez atypiques et qui sont assez géniales. Je me demande parce que c'est pas moi qui les ai réalisées, mais elles sont assez hors normes. Du coup, qu'est-ce qu'un réseau ? Donc ça, c'est le b.a.-ba, parce qu'en fait, les réseaux de chaleur sont assez méconnus. Autant dans les réseaux scandinaves, ils sont très développés à différentes échelles. Autant en France, ça commence à se développer, à se faire connaître. Le principe d'un réseau de chaleur, c'est d'avoir une production centralisée, un réseau de distribution, donc de l'eau chaude qui circule dans la ville, donc sous les trottoirs, qui permettent d'alimenter des bâtiments, toute typologie de bâtiments. Et donc effectivement, on a parfois du mal à concevoir d'avoir une production qui peut être parfois assez éloignée, mais on a donc un système de distribution des calories qui est performant. Donc historiquement, vous avez beaucoup de distributions qui étaient en vapeur, qui permettaient d'acheminer beaucoup d'énergie par un réseau relativement raisonnable. Et puis bon, les évolutions technologiques et de contexte font qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus sur de l'eau chaude. Donc vous avez votre centrale de production, donc en fonction, pareil, de contexte de l'environnement, qui va être plus ou moins centrale, en fonction de la technologie utilisée, soit au cœur de ville, soit au contraire, comme ici, plutôt au niveau d'un écoquartier. Et derrière, grâce à un réseau de canalisation, donc c'est un réseau fermé, donc c'est la même eau qui circule en boucle, donc on réchauffe l'eau au niveau de la centrale de production et on donne les calories au niveau du bâtiment et l'eau revient plus froide et est réchauffée en centrale, un peu comme ce qu'il y a au sein des immeubles quand vous avez soit alimenté par le réseau, soit alimenté par une chaufferie. Donc votre chaudière alimente pour votre chauffage une même boucle fermée, l'eau circule dans vos radiateurs, réchauffe votre intérieur, donne des calories, revient plus froide. Et donc là, c'est un réseau de chauffage géant à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, en fonction de l'ampleur du réseau. Les boucles peuvent faire quelle longueur à peu près, les boucles de distribution ? Vous parlez de réseau parisien, c'est 150 km. Ici. Alors comment faites-vous pour qu'il n'y ait pas de déperdition de chaleur sur 150 km ? Alors, il y a des déperditions, mais qui sont maîtrisées et minimes pour permettre l'alimentation de la chaleur. Et comment vous les maîtrisez ? Pour Boulogne, on a un réseau qui est relativement récent. Donc, on met en place des réseaux qui sont préisolés. Donc, ça veut dire que les réseaux qu'on met en place ont déjà un calorifuge qui est intégré et qui, effectivement, fait une coque autour du réseau. Et donc, vous avez des déperditions. Je ne vais pas vous dire qu'il y a zéro perte entre les deux, mais qui sont vraiment négligeables au regard de la distance parcourue. Alors, comment faites-vous pour avoir un calorimètre sur 150 km ou même chose. Quelle est la plus longue boucle sur Boulogne ?
Alors sur Boulogne, on est à peu près à 8 km de réseau, tout à fait. 8 km, comment faites-vous pour avoir une enveloppe kilométrique? Alors en fait, quand on déploie les réseaux, donc quand on fait nos travaux, les réseaux sont soudés les uns aux autres et les enveloppes sont reliées les unes après les autres. Donc à chaque jonction, vous avez l'isolation qui est garantie et qui est reprise à chaque jonction. Donc vous avez cette continuité d'isolation sur tout le tracé. Donc ce sont des coquilles qu'on vient mettre autour du tuyau. C'est ça. Les tuyaux sont livrés pré-calorifugés en fait. Donc la coquille, elle est intégrée. Qu'est-ce qu'il y a pour assurer cette calorifugage? Ce calorifugage, c'est effectivement une mousse. On pourra peut-être voir tout à l'heure une photo d'un tuyau ouvert. Donc vous avez votre tuyau et autour vous avez pratiquement 10 cm de calorifuge autour. Alors, ça va dépendre des DN de votre réseau, des diamètres nominaux de vos réseaux. Vous avez une mousse autour qui est faite pour calorifuger l'ensemble avec une isolation qui étanchéifie le tour pour protéger la mousse, pour que ça reste intègre et que ça continue à garder comme quand vous isolez vos combles. Sauf que là, c'est beaucoup plus compact. C'est une isolation qui est faite justement qui est adaptée aux températures de fonctionnement des réseaux. Donc quand vous commandez votre réseau, vous commandez un réseau qui doit répondre à une certaine pression, qui doit répondre à une certaine plage de température. Alors ça, c'est aussi pour des raisons de dilatation, parce que forcément, vous avez un réseau qui varie en température et ce sont des réseaux en acier pré-isolé. Donc l'acier varie en fonction de la température. Et la température extérieure, parce qu'à l'intérieur, si c'est calorifugé... Alors, au contraire, ça dépend que de la température du réseau. Et la température du réseau n'est pas forcément constante. C'est-à-dire que quand, en été, vous n'avez que des besoins d'eau chaude sanitaire, donc pour vos douches, donc là, un 70 degrés va suffire pour alimenter l'ensemble des bâtiments. Qu'en hiver, quand vous êtes des bâtiments qui sont avec des radiateurs, quand il fait moins 7 dehors, vous avez des besoins qui peuvent monter jusqu'à 90 degrés. Et donc, nous, on a ce qu'on appelle une courbe de chauffe. Donc ça, c'est important. C'est aussi pour limiter tout ce qui est déperdition. On va avoir une température de réseau qui va être au plus près du besoin. Donc nous, le but, c'est d'avoir la température qui fait que l'ensemble des abonnés vont avoir le chauffage qui est nécessaire, mais pas plus, parce que plus on augmente, plus, comme vous disiez, il y a l'écart entre la température extérieure et la température du réseau est importante, et cet écart, c'est ça qui fait les déperditions. Donc en fait, l'énergie est acheminée via de l'eau chaude dans des réseaux enterrés dans la ville, donc arrive au pied de votre immeuble. Et là, vous avez un échangeur qui vous permet de donner les calories au réseau du bâtiment, ce qui fait que notre réseau d'eau circule dans la ville et arrive au pied de votre bâtiment. Et après, c'est vous qui avez votre réseau d'eau, votre propre circulation pour alimenter vos radiateurs. Il y a un désaccouplage hydraulique, on ne fait que donner les calories. Alors c'est important parce qu'il y a des réseaux qui sont anciens où on n'avait pas forcément ce désaccouplage. Donc, ce qui fait que quand quelqu'un change un radiateur au 7e étage et que la vanne est passante, vous vous retrouvez avec le réseau qui perd un peu de pression. Donc là, c'est chacun chez soi en autonomie, à bien traiter ses réseaux. Et donc aussi pour tout ce qui est équilibrage des réseaux, ça permet d'avoir quelque chose de structuré. Alors, pour revenir au réseau de chaleur, c'est ce qu'on évoquait avec Madame tout à l'heure, on a des réseaux qui ont fortement évolué. La base des réseaux, c'était fortement déployé dans les villes communistes, dans les gros ensembles immobiliers. Le but, c'était vraiment d'avoir une production commune qui permettait d'optimiser la production à moindre coût et maîtriser techniquement pour tout un ensemble, tout un quartier, donc un nombre de logements très important, avec la crise pétrolière de 72. Et donc, l'origine des réseaux, voilà, c'était du charbon, c'était du stockage d'énergie, le début des turbines aussi, qui permettaient de produire de l'électricité, parce qu'on s'est retrouvé avec des besoins complémentaires liés aussi à la crise énergétique.
Et puis au fur et à mesure, les réseaux se sont déployés. Donc on part de la vapeur et puis au fur et à mesure, on descend en température. Et aujourd'hui, pourquoi le réseau de Boulogne, il est en eau chaude et pas en vapeur, alors qu'effectivement, historiquement, on avait des réseaux vapeur, etc. Tout simplement parce que on a des évolutions de génération de réseaux. Et notre but aujourd'hui, c'est que les réseaux soient des vecteurs de décarbonation, qu'on arrive à déployer des énergies renouvelables. Le but, c'est plus d'avoir une centrale charbon aussi efficiente puisse-t-elle être, mais plutôt de la biomasse, de la géothermie et tout, de la récupération de chaleur fatale pour avoir ce levier, parce que le réseau, ça permet d'avoir un impact sur un ensemble, un quartier, une ville. C'est des investissements qui sont importants, mais qui permettent du coup d'avoir cette valorisation. Or aujourd'hui, les énergies renouvelables, il y en a plusieurs types, mais plus on arrive à valoriser une température faible, plus on arrive à trouver des énergies qu'on peut pouvoir. En fait, quand vous avez de la chaleur fatale, un data center, donc eux, ils vont produire du froid pour maintenir leur serveur, et ils vont avoir ce chaud résiduel. Mais ce chaud résiduel, il va pas pouvoir, c'est pas de la vapeur, c'est de l'eau, c'est du chaud qui va être à une certaine température en fonction de leur process. Et donc, plus on a des réseaux qui arrivent à valoriser à basse température, plus on arrivera à récupérer ces énergies qui sont normalement perdues. Donc, on le voit dans les évolutions des réseaux, on diminue à chaque fois en température les réseaux, parce que les réseaux les plus simples, ils ont été faits. Maintenant, il faut qu'on arrive à aller chercher le plus de chaleur perdue, qu'on arrive à valoriser. Comme ça, non seulement la chaleur en question, elle n'est pas envoyée aux petits oiseaux, mais en plus, ça évite une combustion via gaz ou autre entrant. On se retrouve aussi maintenant avec des générations de réseaux qui sont très connectés. Donc on parle de 4e, de 5e génération de réseaux. C'est maintenant, on se rend compte qu'on a différentes utilités de réseaux entre elles. Quand vous avez le réseau électrique qui a certaines fois comme utilité de produire de la chaleur, mais pas tout le temps. Donc on va essayer de délester pour produire avec autre chose. Et donc les réseaux qui sont dans des concessionnaires différents, maintenant, répondent entre eux. Et donc de plus en plus, grâce aux technologies, on arrive à les interconnecter pour les optimiser et pour toujours éviter ces pics qui souvent sont pourvus par des énergies fossiles. Donc voilà, les réseaux évoluent, leur contexte évolue, les solutions évoluent et donc le but à chaque fois c'est d'arriver à trouver l'énergie qui va bien et qu'on peut valoriser pour se substituer aux énergies fossiles traditionnelles. Et donc c'est ce qu'on voit, en fait, la base à chaque fois, c'est l'empreinte carbone des combustibles. Donc aujourd'hui, la référence utilisée par tout le monde, dont l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, c'est le gaz à condensation, ce qui est la solution classique qui était déployée un peu partout, qui était relativement vertueuse par rapport au fuel, par rapport au charbon. Donc à chaque fois, on a amélioré et diminué les gaz à effet de serre. Donc ça, c'est la référence. Mais on voit que le fuel, quand on commence à sortir des chiffres, le fuel, c'est 361 kg par mégawattheure, donc de grammes de CO2. Ça va très vite. Nous, le réseau, c'est 2 fois moins que le gaz. Donc à l'échelle de 10 000 équivalents logements, ça va très très vite et c'est l'intérêt des réseaux, c'est la force de frappe d'atténuation de ces émissions de CO2. Et ça sans parler de la provenance de ces énergies primaires, notamment le gaz et le fuel, qui ne sont pas forcément des énergies locales. Et ça, c'est un point très important parce qu'on l'a vu effectivement avec la crise. On le voit, je ne sais pas si vous avez entendu parler des bilans en ACV. Alors, je sais plus, c'est l'anagramme de... L'analyse du cycle de vie. Parfait. Donc l'analyse du cycle de vie, c'est de dire, OK, vous avez telle qualité de combustible, néanmoins, pour l'acheminer, pour l'extraire, pour construire la centrale, là aussi, il y a eu plus ou moins de CO2 nécessaire. Et donc, on le fait rentrer dans le poids du combustible. Donc, pour l'instant, on a les deux, on a le combustible en tant que tel, ça dégage tant lors d'une combustion de référence. Et de plus en plus, on a aussi, OK, mais la chaleur ou autre produite avec ce combustible-là a nécessité telle infrastructure,
utilisation d'énergie pour extraire, pour acheminer, etc. Donc c'est vrai que les réseaux de chaleur sont encore un petit peu marginaux, mais tendent à se déployer parce que de plus en plus les autorités se rendent compte que c'est un levier, parce que les énergies c'est de l'investissement, et puis ça permet justement de toucher un nombre important de logements tertiaires ou autres, hein, tout le monde est concerné, les bâtiments communaux, etc. Et le plus vertueux comme combustible, entre guillemets, ça serait quoi, la géothermie? Est-ce qu'il y a le moins de grammes de CO2? Alors, d'abord, c'est valoriser ce qui est fatal. Parce que, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça évite qu'elle soit disséminée et en plus qu'on fasse une compensation avec autre chose. Donc ça, c'est la première ressource. Mais effectivement, la géothermie est la deuxième approche. Et vous avez d'ailleurs dans les aides pour les choix pour vos différents combustibles, l'ADEME qui a hiérarchisé, regardez d'abord si vous pouvez récupérer la chaleur fatale, regardez quelles sont les ressources géothermales locales, regardez si vous avez un réseau de chaleur qui est déjà vertueux, regardez ce qu'il y a localement et c'est hiérarchisé justement par approche plus cohérente pour avoir le moins de gaz à effet de serre possible. Et c'est vrai que, alors du coup, la géothermie, elle est très plébiscitée. On se retrouve aujourd'hui avec un bassin parisien qui est très, surtout le sud-est, qui a une bonne ressource géothermale, qui a une bonne température, une bonne productivité. Vous avez le bassin strasbourgeois, où il y a aussi, même encore meilleur, où ils ont même essayé de faire la vapeur en direct, directement du sous-sol. Le bassin aquitain. On a de la chance d'avoir ces trois situations de ressources très exploitables. En revanche, c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette ressource disponible sur d'autres endroits du territoire. Mais il y a d'autres ressources, il y a des industries, il y a de la géothermie superficielle, voilà, il y a d'autres solutions. Mais il y a aussi, vous êtes dans un endroit, il y a un contexte, il y a un environnement, qu'est-ce qu'on peut ressortir ? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Quelle est la bonne idée qui correspond au contexte? Du coup, c'est aussi l'impact de... Tu veux peut-être... Non, excuse-moi, je te prends à froid. Au niveau des raccordements, il y a aussi l'impact sur le bâtiment. C'est-à-dire que là, vous avez à gauche une chaufferie, donc vos deux chaudières, tout le mécanisme lié au risque lié à la combustion, donc pour pouvoir éteindre des feux. Vous avez deux sorties, qui est une réglementation dès que vous êtes à 1 méga, ce qui est quand même assez rapidement atteint dans les copropriétés. Besoin donc d'avoir un extincteur. L'aspirateur, c'est plus pour la maintenance, qui est quand même assez récurrente. On ne voit pas la cheminée, mais qui nécessite aussi des actions. Et c'est vrai qu'après, alors nous, parce qu'on est un réseau en eau chaude, donc eau chaude basse pression, donc c'est de l'eau qui circule. Donc vous avez uniquement des échangeurs, et puis c'est tout. Donc c'est vrai que c'est aussi une force des réseaux, c'est que au niveau des sous-stations, il n'y a rien de plus simple, c'est de l'eau qui circule, donc vous avez une vanne. Derrière, vous avez des pompes, mais ça, c'est quelles que soient les solutions pour distribuer votre énergie. Mais du coup, c'est uniquement de la chaleur. Donc, vous avez un encrassement qui peut se faire au niveau de l'échangeur. Donc, c'est des plaques, donc on nettoie. Donc, c'est vrai que c'est de la simplicité au niveau réglementaire, au niveau espace, comme on peut le voir. Et je vous propose, du coup, de voir une petite vidéo. Alors, pardon. Justement, on a fait alors c'est à Boulogne, hein, c'est un petit... c'est quoi tout ça ? Hop, excusez-moi. Donc c'est une résidence qui est située au 140-150 rue de Silly et qui s'est convertie, du coup, qui a converti sa chaufferie. Alors par contre, je ne sais pas trop au niveau du son. Donc elle avait 3 chaudières fuel qui étaient tout au fond de la chaufferie, qui ont été déposées. Et donc là, c'est les échangeurs en bleu, là, les châssis bleus qui ont été mis en place.
Alors ils ont tout refait, donc c'est vrai que c'était. Alors on avait gardé une chaudière pour continuer à les alimenter en eau chaude sanitaire. Pendant ce temps-là, les échangeurs étaient mis en place et toute l'hydraulique autour. Donc ça, c'était un choix de la copropriété d'en profiter pour refaire toutes leurs installations, donc adoucisseurs, pompes, expansion. Donc là, c'est l'armoire électrique qui est sur le poteau. Là, c'est l'adoucisseur qui est mis en place. Pose du calorifuge, donc c'est ce qu'on évoquait. De base, on isole bien sûr l'intégralité des installations. Vous voyez que les échangeurs, là, ils sont coffrés. Et là, vous avez une chaufferie de plus de 1 méga. Donc avant, on avait 3 grosses chaudières. Et là, on n'a plus que les 2 échangeurs qui sont là et tout le fond. Alors ça se voit pas beaucoup, mais qui est complètement libéré. Et ça a été refait. Donc on a maintenu en gardant une chaudière. Donc eux, ils ont eu aucune. Alors le temps de la bascule, il y a eu comme une journée où il n'y a pas eu de chauffage. Pas de chauffage, pardon, on a fait ça l'été, donc d'ECS, d'eau chaude sanitaire. On avait déjà raccordé un peu rue de Bellevue, et en fait, c'était une grosse copropriété, et on avait justement les gens qui demandaient beaucoup d'avoir un retour de personnes qui avaient déjà été raccordées. Donc on s'est dit, ça peut être l'occasion d'avoir quelque chose de très concret, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte des travaux que ça génère, du résultat final. Donc ça nous a permis de partager cette expérience, comme ils ont accepté. Voilà, Et l'île Seguin est prévue. Alors, la scène musicale est déjà raccordée, en chaud et en froid. Donc, nous, on a nos réseaux qui sont intégrés dans le pont Renault. Donc, de part et d'autre. D'ailleurs, quand on passe sous le pont, on peut les voir. Et du coup, il y a une galerie multiréseau où il y a la traversée. Alors, du coup, on pourra voir sur la maquette derrière où il y aura le chemin qui traversera l'île. Donc, en dessous, nous, on a nos réseaux qui transitent. Et là, le réseau aussi pour alimenter la pointe amont, les réseaux sont déjà faits. Et on a commencé la semaine dernière la réalisation des sous-stations des 3 bâtiments qui constituent la pointe amont. Voilà. Il nous manque un peu la partie centrale, mais ça va venir dans un second temps. Donc, je vous propose de faire un petit point justement sur Boulogne en tant que telle, les spécificités du réseau, les choix qui ont été faits. Donc, vous connaissez tous l'histoire de l'écoquartier. En 92, les usines Renault ferment et donc ça libère un foncier de 74 hectares que la ville va récupérer, va racheter à Renault en plusieurs phases. La ville va créer une SEM, une société d'aménagement dédiée pour justement piloter toute la réalisation de cette ZAC, de cette zone d'activité concertée, qui permet de déployer un écoquartier. Donc, il réalise le PLU pour déployer cet écoquartier. Et dans cet écoquartier, comme il y a le mot éco dedans, écologie, ils ont, dès le départ, choisi d'intégrer des réseaux de chaleur et spécificité, réseau de chaud et réseau de froid. En effet, dans tous les macro-lots qui ont été réalisés, vous avez à chaque fois une mixité logement et tertiaire. Pour plein de bonnes raisons, sur l'utilisation du territoire, sur la mixité d'utilisation, d'avoir des restaurants qui sont à la fois utilisés le matin, le soir, les week-ends, la semaine. Donc il y a cette mixité sur tous les macro-lots. Et du coup, il y avait cette valorisation chaud et froid sur tous les l'écoquartier de la manière dont il a été déployé. Donc ils ont intégré dès le départ le déploiement d'un réseau de chaud et d'un réseau d'eau glacée sur l'écoquartier. Donc nous, on a 3 centrales de production. On a la première qui est située au bas de l'avenue Pierre-Grenier, où c'est le réseau parisien qui arrive sous forme de vapeur. Nous, on a des échangeurs, d'ailleurs c'est le réseau parisien qui a les échangeurs vapeur eau chaude qui nous permettent d'avoir un apport d'énergie.
La deuxième centrale qu'on a réalisée, c'est une centrale qui est intégrée dans les culées du pont de Sèvres. Donc on ne voit pas du tout de l'extérieur. On a une trappe avec des escaliers qui nous permettent d'y descendre. Et il y avait des culées, donc des caissons qui étaient vides et du coup qu'on a utilisés et dans lesquels on a intégré nos groupes froids et du stockage de glace. Donc ça nous permet d'avoir une production complémentaire, enfin de la glace disponible pour directement alimenter le réseau, de charger en glace pendant les heures creuses, donc d'avoir ce jeu-là. Et donc cette centrale, elle est refroidie sur l'eau de Seine. Donc on a également une pomperie qui est accolée à la gare de la ligne 15 qui est finalisée d'ailleurs, enfin en tout cas bien aboutie. Ouais. Presque. Et la dernière centrale, qui n'était initialement pas prévue, mais en fait on a des évolutions de technologie, une volonté de continuer à verdir. Et donc, on a mis en place la centrale que vous avez vue pour certains dans l'Oculus, qui est notre centrale qu'on appelle la centrale thermofrigo-pompe, qui est composée du coup de 2 unités qui produisent à la fois du chaud et du froid et qui fonctionnent sur géothermie superficielle. Je détaillerai un petit peu plus tard. Et du coup, voilà, pour avoir des ordres de grandeur, alors là, on est moins sur la puissance, mais plus sur les consommations. Si j'avais su, j'aurais rajouté un petit pavé. Donc, on est sur une LASAC de 74 hectares. Aujourd'hui, on a à peu près 7500 logements qui sont raccordés, plus 450 000 m² de tertiaire et équipements. Et donc, en consommation, on a 12 gigawattheures de froid et 61-62 gigawattheures de chaud. Et puis, à terme, voilà, il nous reste toute la partie de l'île Seguin qu'on évoquait tout à l'heure, où il y a quand même pas mal de mètres carrés qui vont être pourvus, et un réseau, du coup, qui va s'étendre d'autant. Donc là, c'est un petit focus parce qu'en fait, on parle beaucoup de production, de réseau, etc. Ça reste quand même pour alimenter des abonnés. Donc là, c'est une grosse sous-station, mais finalement, on se retrouve sur un espace relativement raisonnable parce que là c'est 5 mégawatts chaud, donc c'est quand même une puissance importante. Et finalement, ça prend cet espace-là versus ce qui serait nécessaire avec une chaufferie indépendante. Et tout est calorifugé. Ça, c'est vraiment important dans ce qu'on disait tout à l'heure. Là, du coup, on va faire un petit focus sur les productions du réseau boulonnais qui vous intéresse. Donc, la première production, c'est ce qu'on évoquait, c'est celle qui est au bas de la rue Pierre-Grenier, de l'avenue Pierre-Grenier, où on ne nous voit pas. On est donc là, c'est la porte d'entrée, et puis on est en semi-enterré, où là, on a donc l'arrivée du réseau parisien en vapeur, qui est transformé en eau chaude. Et en fait, une partie d'approvisionnement du réseau parisien, c'est la valorisation des ordures ménagères. Donc, on est lors de l'incinération des ordures ménagères, vous avez un tel afflux de chaleur que là, vous avez une production de vapeur. Et là où on a la chance, c'est qu'on a une proximité immédiate avec ce réseau-là. Donc, on a cette valorisation. Alors, les réseaux sont toujours comptés comme une entité à part entière. Donc, c'est un peu un raccourci de dire que c'est les ICN qui nous alimentent. Néanmoins, physiquement, la centrale la plus proche qui alimente le réseau parisien, c'est cette centrale-là qui est de la chaleur fatale, donc des énergies renouvelables. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'en bénéficier en direct. Donc en fait, en jaune, vous avez des échangeurs vapeur eau chaude. Donc chaque unité fait 25 mégawatts. Donc c'est ça qui se trouve donc dans cette centrale-là. Notre deuxième centrale, c'est celle qu'on présentait tout à l'heure, c'est celle qui est au niveau des culées du pont de Sèvres. Donc la centrale est enterrée. Donc, la route est ici et ici, et en fait, elle est en dessous. Ouais. Elle est dans les culées du pont, qui sont les contreforts du pont de Sèvres qui est là. Ouais. Donc on a nos groupes qui sont présents ici, et en contrebas, on a notre pomperie qui permet de refroidir les groupes sur la Seine pour ne pas créer d'îlots de chaleur.
Donc là, vous avez le rectangle blanc qui correspond à l'empreinte en fait de notre centrale, qui a été du coup intégrée en sous-structure, en infrastructure. Et donc les deux émergences que vous voyez aujourd'hui dans le parc, qui sont présentes pour nos accès, qui font sortie de secours également et qui sont nécessaires pour la ventilation. Sinon, l'intégralité de la centrale, elle est intégrée dans le sous-sol. On a donc la plus petite qui fait quand même 5 MW en chaud et 6 MW en froid. Et l'autre donc, est 3 fois plus importante, qui est en face de sa petite sœur. Alors déjà, les deux productions sont autonomes. Donc, en alimentation électrique, donc elles ont chacune 2 transfos qui les alimentent, chaque transfo qui alimente son moteur en direct. Donc les deux fonctionnent indépendamment et peuvent fonctionner ensemble. Donc là, il y a cette redondance-là. Vous avez la production de Paris, donc qui fait une autre production pour alimenter le réseau, et pareil pour le froid. Et ça utilise la géothermie. Alors, comme disait du coup Yanis, ça l'utilise de façon moins instinctive que l'approche qu'on a avec la géothermie qu'on évoquait en début de réunion au Dogger, qui est à 1 km de profondeur et qui est déjà chaude. Là, on l'utilise en fait pour maintenir notre cycle thermodynamique. Le principe de fonctionnement d'un frigo, d'un groupe froid, d'une pompe à chaleur, c'est de jouer sur le fluide frigorigène qui, en se compressant ou en se détendant, va absorber des calories ou les restituer par rapport à un fluide qui n'a pas les mêmes caractéristiques qu'est l'eau. Et donc, quand vous avez ce cycle, donc vous avez l'électricité qui alimente un moteur qui va permettre cette compression, qui va, côté condenseur, produire du chaud, côté et quand vous produisez du chaud d'un côté, si vous compressez, il faut bien que vous détendiez avant de recompresser. Et donc, quand vous détendez, vous avez ce froid qui est produit, enfin, c'est les calories qui sont récupérées. Donc, quand vous êtes en plein hiver et que vous avez beaucoup de besoin de chaud, vous n'avez pas beaucoup besoin de climatisation. Et donc, la géothermie va être utilisée pour permettre d'avoir cette charge sur l'évaporateur et d'avoir ce cercle qui peut continuer. Parce que si vous ne pouvez pas évacuer ce froid, ça ne va pas se recompresser derrière puisque ça ne sera pas détendu. Et du coup, on ne pourra pas garder ce cycle qui permet de produire du chaud et d'en absorber. Donc c'est une utilisation un peu différente de celle qu'on a en tête. Et du coup, on se retrouve sur des périodes d'intersaison. Si on a des besoins en chaud et en froid qui sont équilibrés, on n'a pas besoin d'utiliser la géothermie. En hiver, on va du coup mettre du froid dans la nappe. En été, on va mettre du chaud dans la nappe. La nappe sert à équilibrer notre cycle thermodynamique, à garder ce fonctionnement perpétuel. Donc, on a des puits qui vont jusqu'à 40 mètres. Et puis, en fait, on a toute la partie crépinée où on récupère, l'énergie qui est on récupère le fluide. En général, la productivité est plus vers 25 mètres de profondeur. Alors, les puits de production, c'est les F3, F4, F5, F6. Et les puits de réinjection sont les points rouges répartis sur le nord-ouest de la ZAC. Et ça, c'est des puits de réinjection. Donc là, on prélève. Et tout ce qu'on prélève, on récupère les calories, où on en donne, au niveau de la centrale qui est ici, et on réinjecte. Exactement. Là, en fait, on voit, c'est des vidéos qu'on fait dans nos puits. Donc, en fait, on observe, on a un certain nombre de capteurs, donc on suit la pression, les débits, les niveaux d'eau dans les capteurs. D'une part, il y a des obligations réglementaires, on est code minier, donc on est accompagné par un bureau d'études hydrogéologue, donc à qui on donne toutes les données, qui nous fait un point, qui nous oriente sur l'utilisation de la nappe sur sur ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, etc., parce qu'on a une autorisation d'exploiter. Et donc, nous, quand les paramètres des puits évoluent, on fait une régénération du puits parce qu'effectivement, si on attend trop longtemps, il est irrécupérable après. Alors, au niveau performance, il faut rappeler la règle de base, c'est-à-dire que le but, la fameuse doctrine, l'énergie la plus vertueuse, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, pour ce faire, il faut répondre aux besoins du client pour qu'il ait son confort. Ça, c'est pas à nous de juger, c'est le client qui utilise son énergie comme il le souhaite. Après, il y a des préconisations, ADEME, il y a des isolations, il y a tout ça qui se fait. Mais nous, on répond à un appel client.
Et par contre, le but, pour nous, en tant que gestionnaire et gestionnaire de notre performance, c'est qu'on ne fournisse que ce qui est nécessaire. Donc c'est pour ça que je disais, notre réseau il va évoluer en température pour alimenter le plus défavorisé, pour que tout le monde puisse être correctement alimenté. Néanmoins, si on est à 90 alors que tout le monde a besoin que du 70, on est bête. Ça nous coûte beaucoup plus cher, ça crée des déperditions, c'est pas performant. Donc ça, par contre, c'est le travail des équipes commerciales, c'est quand on raccorde des bâtiments, c'est de voir si c'est compatible. Parce que s'il y a des besoins qui sont beaucoup trop hauts, qu'on ne peut pas y répondre, ou qu'au contraire, notre réseau, juste pour répondre à ces besoins, ça fait monter tout le monde en température, c'est pas trop dans le sens de l'histoire. Et puis, d'imposer un certain nombre de règles. Nous, on a des températures de retour maximales autorisées pour que justement les gens consomment bien, pour pas qu'on ait des débits qui soient astronomiques, parce qu'ils ont une utilisation toute petite, et donc ça réchauffe les retours. En fait, on a une visibilité sur les installations à distance. Donc, on a un réseau qui est propre, de communication qui est propre au réseau. Il y a une salle de commande dans la centrale, mais on peut avoir accès à cette commande de façon sécurisée, je vous rassure, aussi en externe. Et donc, quand il y a une alerte, donc nous, on a paramétré exactement, on regarde qu'est-ce qui ne fonctionne pas, on commence... Alors, il y a des automatismes qui font que ça va basculer sur une autre centrale. Néanmoins, on va quand même voir ce qui n'allait pas sur la première centrale. Mais il n'y a pas d'interruption. Ça continue d'alimenter le réseau. Ça laisse le temps à la personne de venir, de ne pas non plus être sous la pression de ne pas avoir à alimenter 1000 personnes. Et puis après, sur un réseau de chaleur, vous avez quand même de l'inertie. Le but, c'est de s'adapter aux besoins et de ne répondre qu'à ce besoin et pas plus. Et pour ça, il faut de la donnée. Et donc, cette donnée, on l'a via les capteurs. Et donc, on a des remontées d'informations des sous-stations de nos abonnés. Donc, on voit quelle est leur température de consommation, leur température de fourniture, température de retour, débit, pour voir s'ils consomment bien, pour voir s'ils sont bien pourvus, s'il n'y a pas des surdébits ou à l'inverse, un manque de productivité de l'échangeur qui pourrait être à nettoyer. Donc, ça nous permet d'analyser et de voir si on a des correctifs à apporter. Alors là, c'était les réseaux. Je vous propose une autre petite vidéo justement sur l'île Seguin pour voir un peu, voir le déploiement des réseaux sur l'île. Hop, où c'est pareil. On a fait une petite vidéo accélérée parce que bon, sinon. Donc, ça commence à remonter un peu parce que c'est des réseaux d'ampleur et puis où on s'intègre dans différents plannings avec le pont Sébert, l'aménagement pour Emerige. Et donc, nous, on a réalisé toute la partie en rose. Donc, vous avez ici toute la réalisation donc, de notre tranchée. Donc là, on fait le terrassement qui, à chaque fois, est sécurisé avec de la pale planche sur le côté pour que les hommes puissent intervenir en toute sécurité. Donc ça, c'est sur le parvis d'AID, en face entre les deux ponts Sébert. On n'a pas le temps de repérer. Oui, ça va vite. Donc là, on dépose les tubes en fond de fouille. Donc là, vous avez donc deux réseaux. En plus, ça change de chaud et de froid. Donc le froid, c'est les plus gros parce qu'il y a besoin de plus de débit. Donc vous voyez notre empreinte là qui fait un espèce de L comme ça et qui continue en face. Donc, c'est vrai que c'est aussi pour se rendre compte que c'est des réseaux d'ampleur. Donc là, on avait la réalisation au niveau du pont Sébert qui était en train d'être déployé. Donc il y avait aussi un côté interface chantier où ils étaient en train de faire toute la zone du parvis d'AID, plus l'amener du pont et donc les contreforts du pont, donc où il a fallu morceler la réalisation du réseau. Gérer des accès, donc là vous voyez qu'on a remblayé alors que on est encore en train de faire des travaux pour permettre les accès pour les autres travaux. Et là on remblaye au fur et à mesure les canalisations qui sont donc maintenant enterrées. Et là il y a eu ce petit coin qui paraît anodin et qui a été assez sympathique à réaliser, donc pareil.
Donc, oui, alors ça, c'était juste pour avoir quelques ordres de grandeur, parce que on parle de NR, on parle de tonnes de CO2, et en fait, c'est quand même important de voir de quoi on parle. Là, toutes les comparaisons à chaque fois sont faites avec une production gaz à condensation. C'est la référence qui est donnée par l'ADEME. Et donc, c'est par rapport à ça qu'on dit que par an, on a plus de 6000 tonnes de CO2 qui sont évitées. Donc, c'est ce que disait François tout à l'heure. On regarde les consommations des abonnés et puis la différence entre notre poids carbone, le poids carbone du gaz. Et donc, c'est comme ça qu'on détermine les CO2 évités. Mais c'est vrai que des tonnes de CO2, ça peut rester assez abstrait. Du coup, c'est se rendre compte que le fait d'avoir choisi d'être au réseau plutôt qu'au gaz, c'est du coup 3500 allers-retours Paris-New York.